Une pêche paysanne, une pêche de plaisir simple. Le Toxo pêche au naturel, avec des appâts que les pêcheurs trouvent le long des rives. C'est au fil de l'eau qu'ils vous donnent des conseils, précisent leur montage, apportent des trucs et mettent en pratique un savoir qu'ils ont appris en remontant les cours d'eau. Mais la pêche à la papa a évolué. Certains ont mis en place des techniques plus fines, plus adaptées à un environnement bouleversé par le monde moderne. Deux pêches désormais cohabitent, une de tradition et une plus technique. Elles se pratiquent dans l'Aubrac, dans la Margeride, dans les Cévennes, autour des Causses et dans des vallées plus profondes. Ici, rivières et torrents serpentent en chaque lieu. Avant, c'était la pêche paysanne, la pêche rurale, la pêche traditionnelle, parce qu'elle se pratiquait que lorsqu'il y avait des coups d'eau, des montées d'eau, pour faire un panier de truites, un plat de truites. Un des 2 ou 3 plats de truites que les agriculteurs et les ruraux mangeaient dans l'année. C'est vrai qu'il y a eu une explosion, on va dire, un engouement pour la pêche au toc depuis une dizaine d'années, qui est l'équivalent de la pêche à la mouche actuellement. Si on veut pêcher toute l'année, parce que moi j'aime la pêche, donc je veux, quand j'ai un peu de temps libre, je veux pouvoir aller à la pêche. Si je me contente de la pêche à la mouche, il y a plein de fois je vais y aller, je vais lancer, mais je ferai que lancer. À ce moment-là, je peux aller le faire dans un pré. C'était pas grosse, mais je faisais la maille pour passer à la poêle quand même. Il faut pêcher nos quilles, mais en même temps, de temps en temps, il faut en manger quelques-unes. On est encore dans une rivière qui est dans une partie plate, qui n'est pas la rivière type pour pêcher à la grande canne. Pour pêcher à la grande canne, il faut une succession de coups, de petits poules. Une rivière, ça qui sera bien pêchable à la mouche à partir de maintenant, tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Disons que les coups ne sont pas suffisamment marqués. Mais ils sont déjà un peu plus jolis que tout à l'heure. Ceci étant, il y en a beaucoup qui payeraient pour l'avoir à côté de chez eux. Par contre, il y a des mouches, vous voyez. Il y a des mouches les gens, et que le matin, donc ce sera une journée pour les pêcheurs à la mouche. Bon, allez, on va essayer d'en prendre une ou deux là, plus haut. La Rimaise, des eaux entre terre et ciel rendues brumâtres par la traversée des tourbières. Dans ce pays de l'Aubrac, on pêche à la mouche noire, appelée aussi mouche de maison. Autant il y a quelques années, on faisait de très belles pêches à la mouche sèche, par exemple, sur ces rivières-là, sur la Rimaise. Et autant maintenant, il y a moins de prés, ce sont des prairies artificielles, donc des insectes différents. Et on s'aperçoit que la truite mange, s'alimente en dessous de la surface de l'eau. Donc avec la mouche naturelle, je ne la pêche pas en surface, mais en dessous, ce qui fait que l'on voit du poisson. Et la même mouche qui passerait en surface, je pense qu'une truite sur 5 viendrait la chercher, pas plus. Je vais faire rentrer les mouches qui sont dans cette boîte. Alors pour avoir les mouches, j'ai mis les asticots dans la boîte, simplement, et puis transformation, glossaire, puis mouches. Donc il faut compter à peu près 3 semaines. Pour les conserver, il faut les nourrir, donc je leur mets du sucre, de l'eau ou du miel, la confiture, tout ce qu'elles aiment. Et t'en fais combien en fait, à peu près? Bon, là je sais pas, il y a peut-être 1000 mouches là, dans la boîte. 1000, même peut-être 2000. Donc il y a un quart de litre d'asticot. Donc la technique c'est de faire du noir sur la boîte. On ouvre la partie de la boîte ici, on la met sur la boîte, on ouvre la trappe et les mouches rentrent toutes seules dans la boîte. On l'appelle la boîte de l'Aubrac. C'est un paysan d'ici qui l'a inventée. Elle fait partie de l'accessoire indispensable pour les pêcheurs du coin. Ça, c'est une fleur que l'on appelle l'amandine. Voilà, et dessus, il y a une mouche, là, elle n'est pas encore ouverte, hein, mais il y a une mouche marron qui se pose là-dessus et que l'on attrape à la main, donc qui est très facile d'attraper, ainsi qu'un petit hanneton. Et ce sont 2 appâts naturels qui sont extra pour pêcher la truite. Et c'est des fleurs que l'on trouve qu'au bord des rivières. On ne les trouve à nulle part ailleurs. On met la boîte autour du cou, voilà. Il y a le petit trou qui est là et qui permet avec les 2 morceaux de bois de coincer la mouche. Donc on ouvre l'orifice et la mouche attirée par la lumière va monter, voilà.
et on récupère la mouche entre deux doigts. Et il n'est pas important que l'hameçon soit visible ou pas, hein. Ça n'empêche pas la truite de venir, de mordre. Les pêches au ver, aux larves et avec d'autres insectes naturels sont également pratiquées sur la Rimaise ou le Besse qui abrite aussi une belle population de truites fario. Mais on pêche aussi à la mouche artificielle lors des éclosions de grandes éphémères au printemps. Des pêches au verron manié dans les gouffres les plus profonds sont aussi pratiquées en contrebas. Qui a bien mangé, qui est bien ronde, la truite fario. On regarde la rivière et on regarde la météo, donc la direction du vent. Le volume d'eau va nous donner des indications sur quel type d'appât peut être plus prenable aujourd'hui, par exemple. Donc si on a une eau qui vient d'être chargée à la suite d'un orage, elles auront peut-être plus tendance à prendre des appâts type vert, puisque les berges sont ravinées par l'eau, et donc l'eau entraîne certains vers, donc souvent les vers de berge. Si on a de l'eau normale comme aujourd'hui, elles peuvent s'intéresser à des appâts de saison, en l'occurrence le porte-bois, ou le ver d'eau, c'est le même animal. La gratte, appelée aussi patraque. Mais un petit ver de terreau bien présenté peut être très efficace également, hein. Donc effectivement, on regarde toujours la rivière. Et voilà, moi en quelques minutes, j'ai fait mon approche rapide pour déterminer mes appâts et ma technique, quoi, en fait, hein. À partir du mois d'avril, je ne pêche pratiquement qu'avec ce que je trouve sous les pierres. Donc tous les insectes que l'on peut mettre sur un hameçon, dont la truite se nourrit bien sûr. Et ça me paraît le plus logique, puisque ça fait partie de l'alimentation du poisson, quoi, en fait, hein. Non, rien. Et en fait, il ne faut pas chercher les insectes dans les endroits plats. Il faut chercher les insectes dans les endroits un peu tumultueux. Si, vous voyez, ça m'a fait mentir. Il y a par exemple un beau ver d'eau, là, vous voyez. Mais c'est rare d'en trouver un tout seul. En principe, les vers d'eau, ils tapissent la pierre. Bon, là, ce ver d'eau là-dessous, il tient presque pas, il peut dériver dans le courant. La truite va s'en nourrir. Et donc, on peut pêcher soit le ver d'eau avec sa coquille, ou soit sans la coquille. On va essayer sans la coquille. Alors le ver d'eau, c'est la larve du sedge, en fait, hein. Parfois on a à faire des poissons difficiles. Je vais commencer par lécher entièrement sur l'hameçon. Voilà, donc là on a l'hameçon qui ressort, le ver d'eau qui va se présenter naturel, sur un 10 centièmes, quelques petits plombs, ça suffit pas, on en rajoutera, un petit émerillon là, pour relier le 10 centièmes au fil fluo de 14, et un petit guide fil autobloquant. On le règle à la profondeur où on souhaite que notre appât dérive. On va voir s'il y en a une là quand même. C'est qu'encore un individu juvénile, puisqu'on voit ces traces bleues qui marquent encore le fait que nous ayons affaire à un individu juvénile. Bon, on va la reprendre, voilà, elle est repartie. Elle s'est décrochée toute seule. Donc là, on a deux types de larves. On a des larves de perles, de plécoptères, d'insectes ailés, dont les truites se nourrissent aussi bien à leur stade larvaire, comme ceci, qu'à leur stade final. Et ensuite, on a des larves d'éphémères. Ici, ça s'appelle des grattes, qui s'appellent patraque ou patache dans les régions. Alors, c'est un excellent appât. Il présente un petit défaut, c'est qu'il est assez difficile à conserver. Donc, on en ramasse un peu à l'avance pour démarrer la partie de pêche. Et puis, il est toujours bon de s'armer d'autres rêches, par exemple comme des porte-bois. Ici, porte-bois, traîne-bûche,
Donc ils se font un étui avec un jarre de soie, un peu comme les araignées, qui se tressent un étui avec des petits cailloux qui viennent de la rivière. Et ceux-là, ils ont la particularité de toujours avoir 2 bouts de bois, un de chaque côté pour les caler. Et on peut avoir aussi ce genre de porte-bois qui est plus classique et qu'on trouve souvent accroché sous les pierres. Disons que l'idéal, c'est d'avoir au moins 2 appâts parce que tu n'es pas à l'abri d'avoir tes grattes qui n'ont pas tenu le choc et qui ne vont pas tenir l'hameçon, qui ne sont pas très appétissantes. Les porte-bois sont beaucoup plus résistants, ça tient facilement dans un linge humide, une boîte humide, ça se tient facilement 2 jours au fond du frigo. Et puis, comme ici on a une rivière quand même avec beaucoup de pierres et dans les courants, on peut alterner sur les parties rapides les porte-bois qui sont plus résistants et sur les parties lentes et un peu plus profondes comme on a au-dessus, puis comme on va trouver tout au long de la matinée, des grattes qui s'abîmeront moins vite. À la rigueur, pour pêcher au toc, on peut arriver ici au bord de l'eau sans rien dans les poches, soulever 4 pierres et puis faire au fur et à mesure, trouver une sauterelle au bord de l'eau, ramasser une chenille dans l'arbre, trouver une larve sous une pierre, 4 porte-bois dans un coin. Mais en même temps, ça demande une qualité du milieu assez exceptionnelle que tu as ici et pas tellement. Enfin, que Enfin, si tu veux pouvoir pêcher avec ce que tu trouves dans la rivière sans arriver sans appât, il faut avoir des eaux assez préservées comme ici. Ici, il y a il y a de l'agriculture au-dessus, donc on a quelques problèmes de nitrates et autres, ce qui fait que ça glisse un peu par moment, parce qu'il y a par endroits il y a un peu d'algues. Mais c'est vrai que ce sont des eaux relativement préservées, il n'y a qu'à voir le milieu. Depuis qu'on est là ce matin, il n'y a pas un passage qui est fait au bord de la rivière. Il n'y a pas un cheminement régulier de pêcheurs. Bas de ligne 10 centièmes, parce qu'on a des eaux qui sont très fines, très claires, on le voit. Hameçon numéro 12, tige longue spécial vert. Donc là je mets, parce qu'il y a quand même du courant, j'ai commencé par un plomb de 7, j'ai mis 2 plombs de 6. Ensuite on verra s'il faut rajouter ou enlever, parce qu'il faut souvent bouger, quoi. Et ensuite, la distance entre les plombs, c'est simple, il faut faire comme ça. C'est ce qui donne la distance. Il faut qu'on ait une courbure propre. Il ne faut pas qu'on ait une cassure entre chaque plomb. Voilà, moi, c'est mon repère que je fais comme ça. Alors, si je la fais plus serrée, après les autres au-dessus, automatiquement, ils vont être un peu plus serrés. Si on la fait un peu plus espacée, il va falloir espacer, mais la distance, elle se fait comme ça. Donc là, on est bien, ça suit bien, quoi. On n'a pas de cassure. Ça, c'est des vers que je cherche sur les berges des rivières. En début de saison, ils se trouvent bien. Quand la saison avance, ils se trouvent moins bien. Sur les endroits où c'est qu'il y a des grands remous, que ça fait des dépôts d'alluvions, qu'il y a de la feuille qui a pourri, tout ça, ces petites bêtes-là, elles viennent habiter ces lieux-là. Quand on en trouve, il faut faire en garder pour pouvoir passer la saison, quoi. Moi, je pêche au verre, au petit verre, je pêche toute la saison de pêche. Par contre, je ne pêche que le matin de bonne heure, de bonne heure, de bonne heure. Je dirais même avant le passage du soleil. Là, c'est vrai qu'on est un peu avancé, mais bon. Voilà. Et ensuite, on change d'appât. Après, on passe avec d'autres appâts. La patraque, selon ce qu'il y a. Dès que le soleil est passé, on peut pêcher à la mouche naturelle et tout ça, quoi. Froid, humidité, moins d'activité, le poisson est plus statique et ramasse plus facilement ses appâts qui sont sur les bordures, parce qu'on va pêcher les bordures, plutôt qu'ensuite, quand le soleil est passé, que le poisson a retrouvé de l'activité, qui va se déplacer sur toute la largeur de la rivière. Il y en a une qui vient de sauter là-bas. Sur toute la largeur de la rivière, où c'est qu'elle va se nourrir, il va y avoir des éclosions, donc elle va changer d'alimentation, elle va changer d'insectes. C'est vrai que quand il a plu, qu'il y a eu un orage qu'il a plu, des trucs comme ça, là par contre on peut se permettre de pêcher plus longtemps dans la journée au vert, parce que là naturellement il y en a dans l'eau qui arrive, donc le poisson il se met là-dessus. Mais sinon comme là qu'on n'a pas eu depuis rien, c'est... Voilà.
C'est une belle truite. Mais alors, hein, il va falloir prendre de la patience. Ça a l'air d'être un beau poisson. C'est une belle truite. Ah, c'est pas vrai. Elle a du nerf encore. Hein. Voilà, un beau poisson du Tarn. 47, 48, un peu plus de 45 je pense. Bon, vous avez vu c'est qu'elle est prise complètement sur le bord. Allez ma grosse mémère. Hop là, ça c'est pas bien. Excuse-moi, je t'ai lâché un peu vite. Allez, reprends. Ouais, c'est un peu l'inconvénient de pêcher avec des fils de faible diamètre. Eh bien, on met du temps pour les sortir. On ne peut pas les amener trop d'autorité et on les fatigue. C'est un peu l'inconvénient qu'il y a. Et après, ils mettent un peu de temps à reprendre. Allez, ça y est. Bon, vous dites pas où c'est que je puisse revenir là. T'as vu là que j'en ai levé une? Elle était noire mais elle n'était pas grosse. J'ai même pas senti la touche, tu vois, elles sont pas d'or comme il faut. Elles prennent vraiment par obligation. Elles seront d'or ce soir. Quand tu connais bien ton ruisseau et tout, hein, tu fais tes coups une derrière l'autre. Hein, quand elles sont d'or, t'as vite fait un plat d'une truite. Hein. Ah, il y a les cailloux dehors, c'est tout. Elles savent que je suis président de la fédération, elles se disent il ne faut pas trop attirer de pêcheurs, donc il faut qu'ils n'en prennent pas. C'est un réflexe de survie finalement. La lame d'eau est faible, là on a ce coup qui est joli où il doit y avoir 4 ou 7 truites, mais qui sont durs à pêcher malgré le fait que j'ai que des petits plombs parce que le coup n'est pas marqué. Et là, il y a une braiche. Pourtant, je suis sûr qu'il y a une truite là derrière. Si on veut bien faire des coups, il faut passer près du fond. Surtout là, on est encore en demi-saison. L'été, c'est pas pareil. Et donc, si on veut faire les branches, si on veut faire les coups, il y a des jours où on casse 2 fois dans la partie de pêche, d'autres jours on casse 10 fois. Ça dépend tout des fois, mais on casse relativement souvent. Si on casse pas, si on n'accroche pas le fond, c'est qu'on pêche mal. Puisque c'est qu'on ne fait pas les coups comme il faut. Fait avec des vieux tongs ramassés sur la plage d'Argelès-sur-Mer, c'est assez indispensable. C'est une excellente rivière pour pêcher à la cuillère et pour pêcher à la mouche au fouet. Et par contre, c'est pas une rivière pour pêcher aux appâts naturels. Ou alors à la sauterelle très de bonne heure le matin, ou au porte-bois pareil très tôt le matin. Au bord de la rivière s'étendent de maigres prairies, domaine des sauterelles. Il faut les prendre le matin quand la rosée les engourdit encore. Les pêcheurs préfèrent les sauterelles jaunes et vertes, plus résistantes. Ces hommes pêchent sur l'altier.
Rivière aux zones de rapide parfois chaotiques, aux vasques larges, aux radiers calmes, l'Altier affiche une personnalité à part. C'est la rivière aux eaux limpides, aux multiples cages à truites, où il faut mieux pêcher fin. Donc on va la piquer sous le cou. Et refaire sortir la maçon aux 2/3 de son corps pour lui laisser un peu de liberté en fait. Il faut le changer quand même régulièrement. Il faut que l'aspect de l'appât soit le plus naturel possible. Donc dès qu'on a un défaut sur l'appât, il ne faut pas hésiter à changer son appât. Un défaut, c'est-à-dire? C'est-à-dire une prise ratée ou un coup une touche mal ferrée. Donc dès qu'il a un aspect, dès que l'appât est coupé, il faut le changer en fait. En fait, rien que le fait de le mettre dans le courant, l'appât va sembler être vivant, même s'il peut, comme on peut le constater, peut avoir beaucoup de nerfs. Mais sur l'eau, il va rester présentable et tout comme une sauterelle qui aurait pu sauter du bord, il va rester avec un aspect naturel. Super bel truc là. Bravo. La sauterelle, ça marche là. La sauterelle, ça marche très bien. On lance toujours à l'entrée de l'eau, à l'arrivée du courant. Ce qui fait que l'appât est emporté par le courant sur le fond et passe devant la truite. Là, je sais qu'il y a à peu près 1,50 m, 2 mètres d'eau et je laisse couler en fonction de ça. Connaissant la rivière, donc voilà, je laisse descendre mon appât sur le fond. Les truites sont calées sur le fond. Voilà. On va aller juste à la maille, juste. Voilà. On la relâche. La pêche à la mouche, au départ, c'était une pêche qui était réservée à une certaine élite. Et ça s'est popularisé. Donc il y a eu un engouement pour la pêche à la mouche qui est indéniable, puisque moi aussi je pêche à la mouche. Mais pour voir vraiment du poisson actuellement, c'est la pêche au toc. C'est vraiment chercher le poisson sous la surface de l'eau.
Ça a été la pêche au délosérien et principalement chez nous, Margerie d'Aubrac. Quand on parle de pêcheurs sur l'Aubrac, on dit pêche à la trique, la longue canne avec du fil très court pour pêcher à la mouche des maisons, au vert. Donc la pêche à la mouche sèche est venue bien après. Il y en a une autre. Voilà. Je suis né à 5 mètres de la rivière. Donc je voyais tout enfant les truites frayer devant la porte de la maison. Bon, mes parents ne pêchaient pas, hein, personne ne pêchait à la maison. Et puis ça a été voilà, le début d'une passion qui est venue progressivement et que j'ai toujours, mais qu'on fait beaucoup plus partager maintenant. Mais la pêche en rivière, c'est vivant, quoi. Il y a un monde d'insectes, il y a un monde de nature, et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on prend des poissons, on mémorise. Un jour, on en a pris une ici, donc le poste similaire plus loin, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un autre poisson. Donc, et après, ça dépend des saisons aussi, mais ça s'apprend, mais en même temps, c'est un petit peu inné, je pense. On arrive au bord de l'eau, on pêchera plus là, mais pas là, parce que si on était truite, ben on se mettrait plus là pour aller au casse-croûte, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est leur principale activité, de toute façon. Hein. Voilà. Alors après, à nous pêcheurs, de mémoriser les plages horaires un peu en fonction de la saison. On sait qu'au mois de mars, c'est meilleur pendant midi. Et puis on sait que plus la saison se réchauffe, les meilleures plages horaires, c'est plus tôt le matin et tard le soir. On n'y reviendra pas. On n'y reviendra pas. Du coup, comme ça, c'est pas la peine de jeter 30 fois. Parce qu'après, on les affole plus qu'autre chose. On aurait dû prendre la première tombée. Donc il y a de grandes chances pour qu'il y ait une très très belle truite qui colonise tout le coin et donc qui chasse et qui consomme même tous les poissons qui sont alentour. Et c'est fort possible qu'une truite qui fasse 1 kilo et plus dans ce secteur-là, parce qu'on a un haut fond ici, une belle veine d'eau qui passe sur un profond avec la cave qui est là-bas en berge. Quand un gros poisson colonise un endroit, c'est son garde-manger, c'est son habitat, et elle ne tolère rien autour. Le jour où on prend, ça vaut pour beaucoup de temps d'attente. Ça va pas là. Attends, ça va pas là. Là, on va rajouter un plomb par exemple. Alors le plombage, on va dire que c'est un petit peu l'échec ou la réussite de la pêche au toc. Plus on va mettre une plombée près de l'hameçon, plus on va faire dériver l'appât près du fond. Et inversement, plus on va surélever la plombée, plus on va aérer la plombée, plus plus l'appât va être entre deux eaux, quoi, en fait. Donc le but, c'est de présenter une plombée qui fasse dériver l'insecte à une hauteur naturelle. Le jeu, c'est de trouver le bon équilibre entre la plombée et la dérive, quoi, en fait. Là-bas, il y a une énorme éclosion de petits insectes. Mais en fait, sur les insectes qui survolent l'eau, ils ne se posent pas, donc ça ne provoque pas de gobage, ça. Bon, on va aller faire d'autres tours un peu plus bas, là. Ce sont des truites fario. Je pense qu'il y a très très peu, voire pas du tout d'alevinage. On le voit à la robe des truites. Donc la taille des poissons gardables que l'on peut prendre ici, c'est entre 23 et 30. Il y a beaucoup de petites truites. On est un peu avancé dans la matinée, elles sont bien dans les courants. Après derrière, on a des zones un peu plus profondes où on peut trouver plus de beaux poissons, mais qui sont un peu plus difficiles à pêcher du fait des eaux assez basses. Tu vois, j'ai senti un coup. Et quand j'ai sorti ma larve de l'eau, je voyais bien qu'elle avait été mâchouillée.
Donc je l'ai jeté, j'ai mis un porte-bois et au premier passage, je l'ai piqué. Les grattes, t'en mets plus là? Si, j'en mets de temps en temps. J'alterne, comme tout à l'heure, j'en ai manqué une au porte-bois. J'ai mis une gratte, je l'ai piqué à la gratte. Tu vois, on pourrait pêcher avec ça aussi. Tu peux te dire une chose, c'est que tout ce qu'il y a comme insecte au bord de l'eau, à un moment ou à un autre, ça peut finir dans l'eau. Même les papillons. Hein. Un papillon en fin de vie, après une... Et tu vois, dès que tu piques, tu essaies d'éloigner au maximum ton poisson du cou pour pas que si les autres poissons sont en poste, qu'elle leur passe pas comme une furie ou qu'avec le fil, ça n'aille pas toucher un autre poisson et donc que ça ne mette pas la panique sur le coup. Et celle-là, on l'a piqué juste derrière l'autre, donc l'autre il était passé avec le fil dans la gueule, il était passé à côté. Patraque, porte-bois, verre, on change d'appât au gré de son humeur, au gré de ses instincts aussi. La pêche aux appâts naturels reste un pari, on joue souvent avec le hasard. Avec une canne relativement courte, on peut quand même arriver à pêcher à de grandes distances. Chose qu'avec une canne à toc traditionnelle, c'était des choses qu'on ne pouvait pas faire, qu'on allait pêcher à des distances comme ça. Bon là c'est vrai qu'on est un peu gêné, là maintenant ça commence à devenir impêchable avec le vent. J'ai beau rajouter, enlever des plombs, rajouter des plombs, c'est... J'essaie de rajouter un plomb pour essayer de faire le courant qu'il y a là, mais ça commence à devenir vraiment... Il faut qu'on ait une présentation qui soit correcte, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver un plombage, une plombée, qui soit transportée par le courant à la même vitesse, qui ne soit pas ralenti, que le fil par contre avec le vent ne fasse pas accélérer. Il faut que tout soit en harmonie, que tout passe en même temps. Raté. Voilà le résultat de la bannière. Le verre coupé au ras de l'hameçon. C'est là que c'est difficile un petit peu, là, maintenant, ça commence par rapport au vent, ça commence à être un peu difficile à le trouver, parce qu'il y a du vent, on est obligé d'un peu d'alourdir. Comme on est un peu lourd, on a du mal à anticiper sur les touches, parce qu'on est trop tard quand on le ressent au toc. Ce n'est juste que par un petit mouvement ou du guide-fil, ou carrément un petit arrêt sur le passage linéaire de la ligne, ou un petit écart. Et le problème, c'est que quand on est trop plombé, tout ça, tous ces paramètres-là, on ne les voit pas, quoi, c'est tout. Hein. Ou on est trop tard, quand on le voit, on est trop tard. Le poisson, là, ça fait 2 fois, le poisson, il m'a coupé le verre au ras de l'hameçon, il a relâché, quoi. Les gardons, ces cours d'eau qui semblent se perdre sous terre. Ils n'en demeurent pas moins attrayants pour le pêcheur désireux de s'immerger dans la nature. Ils sont au cœur des vallées cévenoles. Ici, les habitants parcourent les rivières. Ils partent dans des lieux reculés, au bout de vallons improbables. Ce sont des endroits secrets que seuls quelques pêcheurs fréquentent, où la lumière est étrange. Ils pêchent avec de longues cannes solides et efficaces. C'est toujours une longue craque où l'on marche de rocher en rocher, où l'on s'enfonce dans de larges vasques. Les hommes font tous les trous d'eau, les uns après les autres, ils remontent le cours d'eau dans des gorges profondes. Actuellement, la mouche naturelle et les appâts qu'on a vus ce matin, ce sont les appâts rois. Le verre d'eau, il n'y en a pas beaucoup ici, mais elles le prennent bien quand l'eau est très forte. Et la mouche naturelle, c'est les endroits encaissés, ensoleillés, où il y a beaucoup d'éclosions.
On a changé de canne. Alors on a pris une canne téléréglable, c'est-à-dire qu'on ouvre, on règle la longueur que l'on veut, qui permet d'aller faire des petits coups, de pêcher beaucoup plus près. Alors que l'autre, en 4 mètres, on n'arrive pas à la replier, donc on se trouve coincé. Les passages difficiles, donc c'est la canne que l'on utilise dans des coins comme ça. Mais vous verrez, le lieu, c'est très, très fourré, très ombragé, donc c'est très difficile d'accès. Même si on ne voit pas de poissons, rien que le fait d'arpenter ces lieux, et quand on arrive en haut, voilà, on est vidé, on est heureux, on est super bien, quoi. Et c'est ça la pêche, c'est pas que de prendre du poisson, c'est ce cadre. Et c'est la rimelle aussi, ça? Non, c'est la cabre. Dans un petit courant comme ça, il y a de très très beaux poissons. Voilà une. Dans ces gorges au milieu de l'Aubrac, la nature est abondante. On marche directement dans la rivière. C'est le seul endroit accessible. À chaque fois, c'est une vraie balade au milieu des cours d'eau. Il faut escalader, passer à travers les épais genêts, pêcher entre les branches. Il faut être aguerri, sportif, car on ne sait jamais à quelle heure on ressort de la gorge. Il faut connaître les passages. Les pêcheurs se fondent complètement dans la nature. Voilà une autre. Décroché. Il a décroché. Ici, les poissons sont extrêmement sauvages, combatifs, peu habitués aux hommes. Les tailles restent modestes, mais on sait qu'à chaque trou d'eau, on peut faire une prise qui restera à jamais gravée dans les souvenirs. La pêche à la surprise, aux vers et aux larves naturelles, sont aussi couramment pratiquées. Si on avait une canne téléréglable de moyenne qualité, on avait une canne qui faisait 600 grammes dans les mains. Au bout d'une heure, 600 grammes, c'est pas très plaisant, c'est contraignant. Là, cette canne-là, par exemple, 3,90 m, cette canne-là et d'autres, ça fait 150 grammes. C'est une grande canne à mouche, quoi, en fait. Donc on ne fatigue pas du tout. La perception des touches est beaucoup plus fine. Ça nous permet de pêcher sur des nylons beaucoup plus fins aussi. Et surtout, grâce à cette perception de touches très fines, si on pratique bien comme il faut, on prend les truites ou truitelles toujours sur le bord des lèvres. Donc on peut relâcher très proprement le poisson, quoi, en fait. Il faut propulser la pas le plus souplement possible, tac, dans sa veine d'eau, et puis le laisser dériver. Là, je sors un peu le guide-fil de l'eau parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'eau là-bas. Voilà, elle était par là, la truite, tout à l'heure. Hein. Tiens, elle y est. Ah, loupée encore. C'en est une autre, là. On peut pêcher devant soi, avec cette technique-là, pour faire la veine d'eau qui peut être intéressante devant nous. Comme on peut aller chercher un poisson le long de la bordure là-bas que je viens de toucher, quoi, en fait. Hein. C'est tout l'intérêt d'avoir cette canne, d'avoir ce style de canne. Oui, c'est grâce à la souplesse totale de cette canne qui travaille beaucoup de la pointe et avec un geste, bien sûr, soit en revers ou soit en coup droit ou en coup gauche, qu'on peut propulser n'importe quelle plombée où on veut. Parce que si on s'approche là, elle va nous voir et terminer. Donc et puis c'est sportif en même temps d'aller la chercher un peu loin comme ça. C'est marrant. C'est pour les appeler. C'est un geste finalement que je ne me rends même pas compte que je fais. C'est peut-être pour accentuer la sensibilité. Les bouts des doigts sont très sensibles au bout.
Et c'est vrai que quand la truite s'empare de la passe, ça provoque un tout petit toc dans le fil. Et à la moindre perception de tension du fil ou de petit toc, il faut ferrer pour qu'elle ne soit pas prise au fond du gosier, quoi, en fait. Hein. Vous voyez, comme je disais au toc, hein, c'est ferrage instantané à la touche. Hein. Alors là, je veux dire, il n'y a pas de meilleures conditions pour les relâcher. Hein. Tac. Bon, c'est un poisson qui fait 27 cm à peu près. Je ne sais pas s'il a bien mangé aujourd'hui, mais elle était en poste quand même. Allez. Ouais, elle va partir d'un seul coup. Normalement, quand elles sont en pleine forme, elles repartent d'un coup. Tac, c'est fait. Mais bon, il faut quand même des niveaux d'eau un peu importants. Quand on arrive sur des eaux basses et claires, ça rebute une grande partie des amateurs. Pourquoi? Mais parce que la pêche devient beaucoup plus difficile. Et donc après, il faut du matériel, pêcher très fin. C'est des pêches vraiment de matin et d'après-midi, enfin et de tard dans la soirée. Donc pour beaucoup de personnes, c'est moins rentable, donc ça les amuse un peu moins. Mais cette année, apparemment, on a une bonne année, hein, puisque j'ai croisé quelques pêcheurs de l'APP dont je m'occupe, qui me disaient qu'ils avaient fait autant de truites cette année début mai que ce qu'ils en avaient fait l'année dernière dans toute la saison. On m'a dit que c'était une bonne année à gratte. Parce qu'en fait, on a eu de l'eau. Il n'y a pas de... Le poisson a toujours été dans la rivière. Je pense qu'on a encore des rivières avec des quantités de poissons relativement intéressantes. Et quand on a des années pluvieuses comme cette année, le poisson est plus régulièrement dehors et donc souvent plus facile à attraper. Oups là, bravo. Tu as la même finesse maintenant en pêche au toc, pratiquement, que ce que tu en pêches à mouche. On pêche avec des bas de ligne aussi fins que ce qu'on pêche à la mouche. Là, on a du 10 centièmes. Il y a 3 plombs. À la rigueur, on pêche beaucoup plus fin. C'est plus fin, plus léger comme technique que quand on pêche à la roulette, quand on pêche en nymphe à la roulette avec des roulettes qui font des fois pas loin d'1 gramme et qui font un gros plouf quand elles tombent dans l'eau et qu'on laisse racler le fond de la rivière. Hein. Je pense que au niveau esthétique, je pense que c'est plus agréable de pêcher au toc que de s'acharner à jeter sa nymphe lourde au fond de l'eau. Hein. Puis bon, ce qui est agréable, c'est qu'on a des cames qui pèsent plus rien, des moulinets qui pèsent pas grand chose, la ligne est fine, et quand on a un poisson qui fait 300-400 grammes, déjà on a des sensations, alors qu'avec le matériel que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune, un poisson de 400 grammes, on l'a amené quasiment directement au bord. Hein. Bon, sur des rivières comme ici, c'est quand même particulier, c'est quand on est en eau rapide, si le poisson est dehors, même en pêchant un peu grossièrement, on arrive à en piquer quand même. Sur des rivières plus lentes, plus larges comme le Lot, comme le Tarn, les gens qui n'ont pas évolué dans leur technique, qui pêchent encore avec des lignes assez grosses, des gros plombs, du matériel assez grossier, prennent quand même beaucoup moins de poissons que ce qu'ils en prenaient avant. Hein. Donc s'ils ne se sont pas adaptés, ils sont un peu embêtés quand même. La Lozère et ses 2800 km de rivière ont su conquérir les pêcheurs aux appâts naturels. Néanmoins, les truites se font plus rares, elles sont plus craintives, leurs phases alimentaires sont plus brèves. La pression de pêche est plus intensive, alors il a fallu s'adapter. Le matériel est devenu plus efficace, mais surtout, le pêcheur est bien plus performant. On pose la ligne dans la veine et suit la veine. Si elle a un ralentissement, ça peut être une déformation du fond, mais logiquement, si c'est bien plombé, ça ne s'arrête pas sur le fond. Si un bloc, la veine d'eau, elle arrive, elle ne s'arrête pas contre le bloc. Elle la contourne comme ça. Si la plombée elle est faite correctement, elle suit, elle passe. Et alors, si tous ces mouvements-là, si ça s'arrête, ça crée un ralentissement, c'est que c'est pas naturel. Donc, souvent, on fait dans le vide. C'est vrai qu'on fait dans le vide. Mais sur du poisson qui est calé et qui mange sur sa veine d'eau ce qui arrive naturellement, celui-là, on ne le ressent pas, le toc. Hein. Je sais que quand j'ai ma courbure, comme ça, il y a tout qui suit, mon bas de ligne, mes plombs et mon appât devant, automatiquement.
Alors que si c'est trop tendu, que c'est calé, mon appât il peut être traîné, il peut n'importe quoi. Et là je le sais. Et quand j'ai ça, et si jamais je vois cette courbure pour X raison, là comme ça, que c'est régulier, qu'il n'y a rien, je fais un passage, je fais 2 passages, hop, elle bouge un petit peu, elle se retend. Un petit peu, un petit coup de poignet, un petit coup de poignet, un petit coup de poignet. Systématiquement, et c'est là que le poisson y est, au bout. Hein. Il y a le guide-fil. Le guide-fil, lui, justement, il porte bien son rôle, il marque bien. Cette petite bille qui est fluo, là, elle, c'est pareil, on le voit vite, elle, si elle tressille, si elle fait un petit mouvement comme ça. Et c'est là qu'on fait, systématiquement. Ça, c'est primordial. Parce que quand je ressens le toc, c'est que j'ai mal suivi, je suis un temps en retard. Et comme moi, je relâche tout le poisson, j'ai intérêt à le prendre proprement, parce que casser du poisson, pour moi, c'est jamais plaisant. Des accidents arrivent, des fois, mais c'est bon. Quelque chose. C'est 2 fois que ça s'arrête normalement. Le poisson s'alimente avec ce qu'il a, quoi, hein, ce qui tombe dans l'eau à ces moments-là, quoi. Et c'est intéressant de dire, j'ai attrapé avec ça, Moi je trouve intéressant, ça je l'ai fait avec ça. Là, des fois ça fait rigoler un peu, mais bon, ça prend, hein, tout prend. Il y a encore un poisson. Mais alors on est sur du poisson qui est poteau. Le toc a réussi sa mutation. Il reste une pêche simple et une pêche de son temps. La Lozère a tous les atouts pour que l'engouement autour des appâts naturels lui soit profitable. La terre du pays des sources reste une terre au naturel. Le toc redevient une pêche à la mode, ringarde, je crois que c'est sportif quand on voit les cadres où on pêche, c'est vraiment sportif. Donc, et c'est des techniques où on voit du poisson, où on n'est pas déçu. Pierre Sampé a apporté pas mal à la pêche au toc. Et forcément, les produits se sont développés dans les revues spécialisées, dans les publicités diverses et bien sûr dans les magasins. À partir de là, quand ça m'est arrivé plusieurs fois d'emmener un pêcheur au bord de l'eau avec cette canne, de lui faire voir comment on prend du poisson, il a envie d'avoir ce matériel, il a envie de pratiquer cette technique. Et bon, on peut, en alliant un peu pêche au toc, un peu pêche à la mouche, et puis bon, un peu pêche à la cuillère, parce que en pêchant ultra léger, c'est aussi une pêche très plaisante. On peut arriver à pêcher de l'ouverture à la fermeture et répondre à peu près à toutes les conditions d'eau. C'est-à-dire que s'il fait un orage, il suffit d'avoir 4 vers de terre. Si l'eau est un peu montée, on peut pêcher au toc. C'est pas la peine d'aller pêcher à la mouche quand les eaux sont fortes et troubles. Il n'y a pas de poisson. Les poissons se nourrissent dans l'eau et pas en surface. Ça revient un peu comme le développement durable et l'écologie. Bon, c'est des appâts naturels, c'est des jolis appâts. Hein. Là, en l'occurrence, c'est des mouches ou des porte-voix ou des sauterelles. Non, je pense que, en plus, c'est une pêche qui correspond à la société moderne parce qu'elle peut se pratiquer même par eau très basse au mois d'août, l'après-midi au mois d'août ou le soir. Vous pouvez aller promener en famille et le soir pêcher 2 heures au toc, à la sauterelle, même par niveau très bas. Donc c'est une pêche moderne en fait. Moi, c'est ma pêche. Je suis passionné par cette pêche. Je pêche autrement aussi. Je ne pêche pas que comme ça. Mais c'est ma pêche de prédilection. C'est ma préférence que j'ai comme pêche. C'est tellement simple d'arriver au bord de l'eau, de regarder, d'observer. Il y a ça. Il y a tout. Il y a tout à porter.